joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wallou. Ou les passer pour nous mais l'esprit typolo on tête tout. Toujours pas repayer tout n'importe station. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi. C'est le jour J, c'est le jour de la parentalité, le jour de la vie de couple, la famille, relation homme-femme. Bienvenue à Papa Pagénité. Bien sûr, le rendez-vous de la parentalité, comme je disais, tous les mercredis sur Facebook, le vendredi, le mardi et le samedi matin à 10h, le mardi à 15h et le vendredi à 21h30. On parle de parentalité, on parle de vie de couple, on parle de relations homme-femme. Nous là pour trouver l'ionage là, nous là pour bailler des pistes de réflexion. Donc vous avez la possibilité, si vous nous regardez via les réseaux, partager l'émission en masse sur YouTube ou sur Facebook. Donc ce soir, nous avons deux invités de qualité. On va pas les présenter. Nous, on va les présenter, bien sûr. Ils sont connus de Zouk TV. Il y en a un qui était la semaine dernière. Une madame qu'on voit tous les 15 jours, le mercredi, à 20h, si je ne me trompe pas. Une fois par mois, mais ça, une fois par mois. Voilà. L'émission repasse plusieurs fois. Voilà. Vous avez déjà commencé à parler. Bonsoir, Madame Esmeralda. Bonsoir. Merci à Papa Négatif de me recevoir. Et on va voir comment nos échanges seront, parce que ça promet. Le thème me paraît compliqué, mais intéressant. Compliqué par rapport à notre population. Comme je vous disais tout à l'heure, là, au je n'ai pas peur pour vous. Ah, j'ai pas peur pour vous. On va voir, merci. Okay. Vous vous présentez avant de commencer l'émission? D'accord, non, je suis sociologue et je travaille et je suis chercheur. Entre-temps, je suis devenu chercheur indépendant parce que dans ma société, il ne fait pas bon être chercheur dans les domaines qui sont les miens. Donc, j'ai pris mon paquet, je suis chercheur indépendante. J'enseigne encore, je suis consultante, conférencière. Et j'essaye toujours de nous traquer, de comprendre qui nous sommes pour essayer de soulager, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans notre population. Quel que soit ce qui se passe, elle se retrouve à être responsable de tous les maux. La société s'est déchargée comme ça sur elle. J'ai la chance d'être sociologue et de pouvoir lui expliquer que non, la société est lâche et parfois plutôt méchante, et elle se décharge de ses responsabilités sur les citoyens, enfin sur les personnes qui portent la charge la plus lourde. Mais en réalité, mon travail consiste à leur dire non, la société est responsable de beaucoup de nos problèmes, donc allons les regarder dans les yeux et allons essayer de les expliquer pour d'abord se soulager et puis libérer des énergies positives et jouer son rôle comme on peut. Parce qu'on n'est pas tous des génies, il n'y a pas besoin d'être un génie pour exister. Donc exister dans la sérénité en sachant qu'on a du bon, qu'on a du mauvais, mais pas que la société mette sur le dos des malheureux toutes ses responsabilités. D'accord. Nous quelques étitacs, on va parler de tout ça ce soir. Oui. Je n'ai pas encore annoncé la thématique. Nous allons parler de la parentalité ancestrale. Beaucoup de choses à dire. Si nous venons, nous avons des origines, on va en discuter. On va voir certains liens. On va en parler dans un petit instant. Le deuxième invité, il était là la semaine dernière. Oui, bonsoir. Il s'est parti de la forêt. Comment vas-tu, Ulrich? Ça va, on est là. Ça va tranquillement? Oui, en forme, ça va. Je t'ai vu ce week-end. Oui, effectivement. J'ai vu certaines choses ce week-end, avant de commencer l'émission. Oui, donc on était à la rencontre qu'on a fait pour la renaturation des salines, puisque on fait face justement à une érosion naturelle qui se fait au niveau du côté, en tout cas, de la table du Djam, où la plage a reculé. Il y a certains témoignages qui nous créditent du fait que la plage a au moins perdu une centaine de mètres en quelques années, en 20 ans, un peu plus de 20 ans. Déjà en 2014, il y avait déjà eu un premier reportage qui montrait justement les dégâts. Et en 2022, en fait, si vous voulez, il y a beaucoup de certaines institutions qui se mettent en accord, qui ont créé un comité de pilotage pour agir. Simplement, nous, on trouve en tout cas que c'est beaucoup trop long, parce que depuis 2014, on a quand même sonné l'alerte. Donc en 2022, 8 ans plus tard, en tant que citoyen, en tant que membre de cette société, en tant que militant, on a décidé justement de passer à l'action et de commencer ce processus de renaturation, de reboisement, en s'appuyant justement sur les connaissances par exemple de Marcel Bourgane, justement, qui est garde forestier et qui nous consulte, qui nous conseille plutôt sur les plants qu'il faut poser. Alors pas les cocotiers, justement, ça c'est une erreur
Même M. Safache a souvent pris la parole pour expliquer que le cocotier, c'est une espèce qui n'est pas endémique et qui ne tient pas forcément bien le sable. Donc on a replanté justement des catalpas, des acajou, des amandiers, des raisins, bonne lambais. Des espèces en tout cas qui vont permettre de ralentir l'érosion, parce que ça, de toute façon, elle va continuer. Le principe, c'est que justement on puisse la ralentir au maximum pour préserver ce littoral-là. Alors pour répondre aussi à cette sceptique, les salines, c'est pas une priorité. Ce que j'ai pu le constater qu'il y a également à Macabou aussi qu'il y avait une érosion. Énormément. Il y a Tartane partout. Tartane, tout le littoral. Voilà, tout le littoral touché, est atteint. Les plus catastrophiques, on va dire que c'est effectivement au niveau de Trinité, c'est Prêcheurs, c'est Tartane, c'est Diamant, c'est Anse d'Arlet, la plage de Tissab par exemple. Voilà, et Carbet, parce que justement l'eau maintenant traverse la route. Donc voilà, donc c'est un travail qu'on fait, et justement en tant que, comme je le disais, militant, on est passé à l'action pour justement effectuer ce reboisement en accord justement avec un certain nombre d'experts qui nous accompagnent pour faire ce travail-là. D'accord. Un gros chantier alors. Oui, exactement. Une pensée également pour Olivier, parce que vous ne le voyez pas ce soir, il n'est pas là. Donc, je suis avec vous, 2 invités de qualité. On rappelle la thématique, nous allons parler de la parentalité ancestrale. Donc, on va commencer. Nous partis ? C'est parti. Tout d'abord, que vous inspire le titre avant de commencer, quand je vous ai dit parentalité ancestrale? Eh bien, bon, d'abord, je veux féliciter Negactif pour ce travail autour de la parentalité qui descend dans la population, parce que ce sont en général des spécialistes qui se sont accaparés la problématique et qui parfois expliquent à la population ce qu'elle est, ce qu'elle fait, de manière un petit peu, à mon avis, à côté de la réalité, quoi. Enfin, voilà. C'est dire aussi ce que c'est que la parentalité chez nous à partir de normes qui sont édictées ailleurs ou qui correspondent à l'évolution de d'autres types de sociétés. Donc, je félicite Negactif de s'occuper de ça dans tous ces petits détails afin pour que nous puissions traquer aussi ce qui ferait dire qu'il y a bien une manière d'être parent dans nos sociétés qui ne ressemble pas à celle des autres et qui pourtant permet à la famille de s'épanouir, aux enfants d'être heureux. Et plus nous réfléchissons, plus nous trouvons les manières bien à nous, culturelles, d'être heureux. Même si, on sait les difficultés qu'on a. Et on sait les problématiques qui sont liées aux couples qui ne tiennent pas beaucoup, qui ne se forment pas, la monoparentalité, parce qu'on est près de 50% de la population c'est très important. Et monoparentale, et ça traduit une problématique qui est en lien direct avec la façon dont notre société s'est constituée à partir de la déportation de nos ancêtres, africains. D'accord ? Donc tout ça mérite qu'on s'attarde, mais notre population a une manière de gérer les problèmes et de trouver des équilibres. Et c'est ce que je reproche à notre société, c'est qu'elle ne cherche pas assez à comprendre ces déséquilibres et qu'elle va essayer de les analyser à partir de modèles qui est imposé. Par exemple, je donnais une conférence pour des personnes qui s'occupent de structures, justement, autour de la parentalité. Et il y avait quelqu'un qui était de France et qui expliquait que c'est vrai qu'on a une éducation violente. On dit... Mais est-ce que cette fondation-là, elle est bonne aussi ? Notre fondation de la parentalité. On va prendre un petit peu là, on va prendre un petit peu en Europe. Non, mais c'est pour ça que je dis. Donc, on fait venir beaucoup d'experts d'ailleurs et on a du mal à essayer de bien fouiller pour savoir comment est structurée notre société. Donc, cette personne expliquait que, oui... tel grand spécialiste de France ou de je ne sais où dit que faut parler à son enfant, il faut dire je t'aime, il faut dire les choses, voilà comment il faut faire, etc., etc. Et les parents, au bout d'un moment, sont assez on va dire déboussolés, parce que nous n'avons pas cette expression-là dans notre culture. Nous n'avons pas appris à dire je t'aime et c'est pas nécessaire. Donc
au bout d'un moment, voilà, ce discours-là me commençait à me poser problème. Donc, j'ai dit aux gens, attention, nous ne savons pas dire je t'aime. Enfin, je veux dire d'une manière générale. Hein. On ne dit pas je t'aime comme ça, comme les Français le font, par exemple. Mais nous savons montrer et nous avons notre manière d'aimer. Soyez prudents quand les gens viennent vous dire que oui, parce que vous ne dites pas je t'aime, c'est une preuve ou c'est un manque d'amour, etc. Faites bien attention. Ça demande que vous vous connaissiez et ça demande que vous sachiez qu'on n'a pas besoin de dire je t'aime pour aimer et que nous, dans la sorte d'histoire violente que nous avons, eh bien, nous avons exprimé l'amour autrement et nous savons nous aimer. Maintenant, le contexte social fait que on s'aime. On a cet amour-là est parfois, voilà, il faut l'interroger. Il est parfois trop possessif, trop accaparant, enfin, etc. Mais il faut pas que parce que nous constatons que nous avons des problèmes, que nous allons tout de suite voir chez les autres et que les autres viennent nous dire voilà comment il faut faire ou comment il faut aimer. Donc ça, c'est pour moi une anthropologie de la famille qu'il faut faire, une anthropologie de la famille de chez nous. Oui, mais je veux te laisser répondre dans un petit instant, Ulrich. Mais aussi, pour moi, est-ce que notre peuple, est-ce qu'on est confiant, est-ce qu'on est sûr de nous? Est-ce que notre peuple est sûr de ses capacités? Parce que des fois, si on n'est pas sûr de nous, donc automatiquement, tout ce que l'autre va dire, on va adapter, on va écouter. On va tout prendre de l'extérieur parce qu'on n'est pas sûr de soi. Non, je ne dirais pas qu'on n'est pas sûr, je dirais qu'on ne se connaît pas. Et mon travail consiste notamment à élaborer une sorte d'anthropologie de proximité pour apprendre aux gens à se décliner. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, si vous ne savez pas dire je t'aime, ne vous sentez pas coupable. Parce que dans votre culture, chez vos parents, dans les relations, etc., il y en a qui nous ont fait beaucoup de méchanceté, mais il y en a qui nous aimaient aussi beaucoup. Et ils avaient leur façon de nous montrer qu'ils aimaient. Donc moi, dans mon travail de recherche, j'essaye de comprendre comment on traduit l'amour à travers les regards, les gestes, les intonations de voix et les manières de... Voyez, ça, c'est ce que j'appelle une anthropologie de proximité. Ça nous permet de dire, quand quelqu'un fait ça, moi, je dis aux gens, quand vous faites ça ou quand vous vous comportez de cette manière-là, vous montrez que vous aimez. Ça demande que nous apprenions à nous connaître, mais de manière véritablement anthropologique. Est-ce que nos gestes ont un sens? Est-ce que nos intonations ont un sens? Est-ce que quand on gronde l'enfant et qu'il nous fixe comme ça pour voir qu'est-ce qu'il y a dans nos yeux, est-ce que nous sommes conscients que s'il voit de la haine dans nos yeux, il va savoir qu'on ne le corrige pas parce qu'on l'aime, mais qu'on le corrige parce qu'on est enragé. Donc tout ça demande, voyez la culture du corps, des postures, des attitudes, ça demande qu'on explique aux gens. Par exemple, si vous prenez un enfant et dites Véniche-moi, que vous lui passez la main sur la tête, c'est un geste très tendre chez nous. On l'a toujours fait. Eh bien, l'enfant va décrypter ce geste-là comme un geste d'amour. Et il saura que son parent l'aime et il n'a pas besoin que le parent lui... Si le parent sait dire je t'aime ou qu'il a envie de le dire, mais très spontanément, je trouve, d'après ce que je sais de notre peuple, sauf quand nous sommes très, très aliénés à la culture occidentale, d'après ce que je sais, on ne dit pas facilement « je t'aime », même entre hommes et femmes. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils ne savent pas dire ça, et pourtant, ils ont un lien très fort. Donc c'est ça que j'appelle une anthropologie de proximité. Anthropologie, c'est la science de l'homme. Donc nous, en tant que peuple déporté qui a beaucoup vécu de tribulations, donc essayer d'apprendre à se regarder et de dire « bon, ça, quand je fais ça », voilà les signes qui disent que je suis pas fâchée, voilà les signes qui disent que je suis bien, les signes qui disent que j'aime, parce que tout ce que les gens d'ailleurs viennent nous apporter, et ils les tirent de centaines d'ouvrages, de milliers d'ouvrages que leurs spécialistes ont écrits. Je peux comprendre, c'est ça qu'on va essayer de... c'est pas 1h20 qu'on pourra tout dire, mais au moins donner au moins des grandes lignes par rapport à ça. Voilà. Ulrich, alors, je répète la question? Non. C'est bon? C'est bon. Donc, effectivement, Mme Pierre a déjà dit beaucoup de choses. Elle a déjà répondu à beaucoup de questions. Alors, effectivement, quand j'ai entendu parentalité ancestrale, c'était effectivement pour moi l'occasion de parler de comment on le conçoit
d'un point de vue, de paradigme qui va plus se rapprocher de populations justement qui sont venues d'Afrique de l'Ouest notamment. Parce que, comme certains le savent en tout cas, pour y avoir vécu, et avant j'étais aussi enseignant et je travaillais en fait dans l'éducation une bonne 5 ou 6 années avant d'y aller, donc j'ai aussi pu observer en tout cas en tant que Martiniquais justement comment ça se faisait justement là-bas, poser les questions. Encore un petit peu le Sénégal, Cameroun. Alors moi j'ai vécu au Togo et du coup j'ai beaucoup bougé au Ghana, Bénin, Nigeria un peu et Côte d'Ivoire. Donc ce qui fait qu'effectivement j'ai vécu au Togo, donc c'est plus chez les peuples. Alors quand je vais dire au Togo, c'est plus chez les Évés parce que chacun a sa façon alors, autant de peuples qu'il y a, autant de façons justement de traiter de la parentalité différentes. Ça, il faut bien le rappeler, parce que je le disais la semaine dernière que l'Afrique, c'est pas un tout. L'Afrique, c'est des régions, c'est des peuples. Le Togo, comme je l'ai dit, il y a plus de 60 peuples en fait déjà sur le petit territoire du Togo. Donc là, je parle des Évés et des Guins que j'ai pu observer, parce que j'ai vécu du coup avec eux. Et mais juste au nord, justement, chez les Thèmes ou bien chez d'autres peuples au Togo, ils ont aussi une façon différente de voir la parentalité. Donc, justement, c'était le moyen, en tout cas, d'exprimer ces choses-là, parce que, comme elle le disait, je travaille aussi dans le domaine de la parentalité, parce que je suis directeur d'un centre de loisirs. Et comme elle le disait, effectivement, à la fac, par exemple, avant d'être enseignant ou autre chose, effectivement, on ne parle que des théories de l'éducation occidentale. J'ai envie de dire, comme je l'ai fait en France. Bon, ça passe, mais effectivement... Avec les ancêtres des Gaulois. Mais ici, pour interroger justement certains étudiants qui y sont, pareil en fait. En même temps, c'est aussi peut-être parce que la littérature est tellement, comme elle l'a dit, omnibulante et il y a profusion en fait, en tout cas, de livres sur l'éducation justement à l'occidentale, à la française, que il est compliqué en tout cas pour un Martiniquais en fait de se faire une idée qui est construite à côté ou avec celle de l'Occident. Mais effectivement, pour le coup, c'est elle qui prédomine et elle a tendance effectivement à donner un ensemble de normes et de dogmes qui, on le voit en fait dans nos discours, qui s'imprègnent dans nos esprits, mais qu'on a beaucoup de mal à déconstruire. Ou à se dire tout simplement, est-ce que c'est adapté à notre situation? Est-ce que c'est adapté à notre histoire, à notre contexte? Et ça, il faut le rappeler parce qu'effectivement, certains se mettent, comme elle l'a dit, sur le fait d'aimer. Il y a des parents qui culpabilisent par rapport à ça, alors qu'on n'a même pas encore analysé si, effectivement, il y avait d'autres façons où elle exprimait son amour. Directement, il y a cette façon de véhiculer que nous sommes violents, que nous sommes archi-autoritaires, que les enfants sont en prison. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on ne met pas dans le contexte. Et effectivement, des personnes qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas comprendre notre contexte. C'est à nous, en tant que locaux, de dire, écoutez, nous, on a cette histoire-là, donc on fonctionne de cette façon-là. On a peut-être fait des erreurs, effectivement, mais il y a aussi des choses qu'on a bien fait et qui fait qu'on éduque nos enfants d'une certaine manière. On n'est pas un peuple qui est en win. Donc, il faut justement qu'on puisse en parler. Et moi, du coup, ayant vécu sur le continent africain et aussi en étant panafricain, c'est bien sûr ce paradigme justement qui va beaucoup plus m'animer plutôt que celui qui est venant en tout cas d'ailleurs, en tout cas Asie ou Chine, etc. Je ne connais pas trop, mais je peux parler de celui que je connais, donc qui est plutôt d'Afrique de l'Ouest en tout cas. En vous écoutant, je constate aussi qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à l'image de l'Europe vers les Antilles. Et je me rappelle, puisqu'on a déjà fait une émission, je regardais en octobre 2020, on avait parlé de l'évolution des familles aux Antilles. Et je me rappelle, vous avez fait une allusion sur l'homme antillais. Vous disiez on disait qu'il était sauvage et tout, mais vous donniez l'allusion par rapport aux danseurs de zouk. À savoir que comment quelqu'un qui peut être sauvage, tout ça, et à savoir qu'il pouvait dégager autant de douceur en dansant du zouk. Ça m'avait marqué à l'époque. Et ça peut, parce que tous les préjugés, on va dire, oui, l'antillais, il a tous les défauts du monde. Il est fainéant, il est sauvage, il ne comprend pas, il est têtu. Mais si on est sûr de soi, si on se connaît, ça va nous permettre limite, ça passe au-dessus de nos têtes. Oui, mais c'est tout le problème des stéréotypes, qui les forment, d'où ils viennent, comment ils se structurent dans une pensée collective et comment on les habite, puisqu'il y a une manière de relayer soi-même un préjugé que l'autre a inventé, a structuré sur vous, et ça s'appelle la réalisation de la prophétie. L'autre vous voit comme une bête sexuelle, et dans vos relations, vous allez être une bête sexuelle, parce que vous habitez en fait le stéréotype. Mais ça, c'est... pour moi, on a dit beaucoup de choses sur nous, sur notre façon de faire. Je sais beaucoup
nos défauts, mais beaucoup de nos défauts tiennent au fait que nous sommes dans une ignorance abyssale par rapport à nous-mêmes, du fait que le système éducatif dans lequel nous sommes ne nous permet pas d'accéder à notre histoire. On parlait d'ancestralité, moi je veux revenir là-dessus parce que c'est vraiment crucial. On n'a pas accès à notre histoire. Il faut surtout pas dire qu'on est africain. Or, si on veut comprendre comment fonctionne notre société, il faudra regarder les sociétés africaines fonctionner. On n'a pas accès à quelque chose de spécifique. On nous projette sans arrêt dans une France qui a eu 7 ou 8 000 kilomètres. Il y a des Français qui viennent ici, qui nous font toute la journée la morale, la leçon et qui occupent des places tellement déterminantes que forcément, ils impactent nos relations à la société, aux autres et à nous-mêmes. Également, l'image que ça va refléter. Donc, on va voir toujours l'image de l'Occident, toujours supérieure. Oui, mais la France organise ça comme ça. Je veux dire, ça n'est pas un hasard qu'elle envoie ces cadres sans nous demander notre avis chez nous, et ces cadres s'assiedent et nous commandent sans nous demander si on est content, si on aime ça ou pas. Mais je dirais quand même que nous avons une part de responsabilité, parce que quand vous allez en France et que vous essayez d'occuper une fonction de cadre, c'est très difficile que les Français vous acceptent comme cadre. Donc si nous, on les accepte aussi facilement, c'est que le problème est de notre côté. En même temps, ils sont institués et nous pas. Donc voilà. Mais bon, pour revenir à la question de comment on a construit l'image de l'homme noir, notamment de l'Antillais, j'ai déjà expliqué que, en fait, la façon qu'a eu la société d'organiser les raisons et les torts, tous les torts sont sur les descendants, afro-descendants ou africains, etc. Et tous les bonus sont pour les colonisateurs, les colons. Moi, ce que j'ai expliqué, et on est vraiment là dans le cadre de la parentalité, quand les colons français, les Français sortent de leur pays, ils arrivent chez nous, enfin, c'est pas encore chez nous, mais ils arrivent ici. Ils vont exterminer la population qui est là. Ils auront le temps de faire quelques petits-enfants, puisque ce sont des gens... Il faut commencer par la question de la sexualité même. Ce sont des gens qui ont une sexualité qui va être totalement hors de tout contrôle. Ils arrivent, ils ont un cheptel, puisque nos gens sont des animaux, des meubles, enfin, moins que des animaux, sont des meubles. Et ils ont à disposition un cheptel énorme. Il n'y a plus aucune institution qui régule leur sexualité. Ce sont des gens qu'il faut rattacher au bas Moyen-Âge. Quand ils sortent de France, c'est une société du bas Moyen-Âge qui est complètement encore ensauvagée et qui n'a pas de règles de conduite. Voilà. En plus, en face d'un groupe ou de gens qui ne sont pas vus comme des êtres humains et dont il va disposer librement. Très vite, on aura en moins d'un siècle, la population métisse, mulâtre, entre guillemets, va être de 30%. C'est énorme. Moi, je n'ai jamais trouvé de cas pareil. Cette population-là, dont les maîtres ne s'occupent pas, sauf ceux qu'ils trouvent assez clairs de peau et qu'ils vont accompagner, donc ils vont mettre les mamans en ménage, puis ils vont s'en occuper. 90% de ces enfants sont largués. D'ailleurs, l'enfant qui naît d'une femme esclavisée est un esclave. Donc, les 3/4 du temps, dans la relation blanc-noir, les enfants sont plutôt foncés de peau, donc les maîtres ne s'en occupent pas, ils les lâchent, ils les ont pondus, mais ils ne s'en occupent pas. Le premier acteur qui a semé cette manière de vivre la relation, parce qu'elle n'est pas africaine, et je le sais, les Africains s'occupent à leur façon. Ils ont organisé le partage entre les mères, les pères, et puis les périodes au village. Non, oui, mais les périodes de... Non, il faut compter avec les périodes de... Comment on appelle ça? Lorsqu'on forme l'enfant. On le sort de la famille et on le met
comment s'appelle, un rite de passage. Il est soumis à beaucoup de rites de passage. Il faut intégrer ça dans l'éducation, donc dans le rôle de chaque parent. La mère s'occupe de l'enfant du début jusqu'à, mettons, 9 ans. Ensuite, c'est le papa qui prend le relais dans beaucoup de sociétés, et le papa est chargé de faire que cet enfant-là devienne un homme. Et une fois il sera sorti de son rite de passage, des rites de passage auquel il aura survécu, eh bien, il est en âge de prendre épouse et de continuer, de transmettre et de continuer. Mais là, ça a été un concept qui a été bricolé, parce que là, on a enlevé, il y a eu, comme vous disiez, un métissage qui a été important, de 30%. Donc, des gens qui ont été ramenés dans un pays inconnu, avec des viols, les enfants sont là, donc il n'y a plus d'incohérence. Donc maintenant, entre parenthèses, ça devient du gros n'importe quoi. Non, mais ce que j'essayais d'expliquer là, c'était que ces défauts qu'on reproche à l'homme antillais, lui qui va émerger en tant qu'homme, puisqu'on l'a émasculé, on lui a enlevé ses rôles, on a fait jouer à la mère un rôle d'opposition, d'émasculatrice aussi. Donc, comme le dit Fritz Gracchus, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les lieux de la mère, et donc il explique en quoi la femme noire est le bras armé du colon. Donc il faut qu'on comprenne tout ça pour bien cerner comment les hommes de notre société sont formés. Quel est le modèle paternel? Ok, j'ai compris. Quel est le modèle paternel? On n'en a pas, puisque le père noir est émasculé et il est utilisé comme étalon. Donc c'est une structure relationnelle qu'on crée, qu'on initie dès le début. Donc le père noir n'est qu'un étalon. Il n'a pas le droit, parce que l'enfant qui naît appartient au maître. Le code noir. Il n'a pas le droit de disposer de l'enfant. D'ailleurs, dans beaucoup de familles, on les sépare. Chacun va sur une plantation ou va ailleurs. La femme étant un rôle moteur, parce que c'est elle qui porte l'enfant et qui va mettre bas, eh bien le maître lui laisse un certain nombre de prérogatives. Mais dans ces prérogatives, elle a pour rôle de former le petit mâle noir, l'enfant notamment, à être un bon sujet, quelqu'un qui se soumet, qui obéit. Mais tout le modèle que l'homme noir, donc l'homme antillais, quand il va grandir, etc., aura, c'est ce modèle-là, d'un monsieur qui sème des enfants partout, qui dispose d'un cheptel et qui va faire des enfants sans avoir de compte à rendre, sans s'en occuper, sans avoir à les nourrir. Parce que même pendant l'esclavage, les maîtres étaient tenus de nourrir leurs esclavisés, et ça n'était pas le cas. Beaucoup avaient des petits jardins et ils se débrouillaient seuls. Donc il y a assez d'écrits là-dessus pour que les gens se renseignent. Donc moi, je travaille sur les mentalités. Je cherche à comprendre comment cette mentalité, sortie d'un continent où les relations sont extrêmement structurées et où le respect de l'enfant est très très profond, et arriver dans une société où justement l'homme distribue ses spermatozoïdes sans s'occuper de ce qu'il va venir d'eux. Donc il y a une interrogation à faire là-dessus, une réflexion. Et pour moi, ce rôle du colon n'a jamais été, au contraire, il est passé sous silence. Il est dans l'ombre, et tous nos grands spécialistes, psychiatres, psy ceci, psy cela, qui ont médicalisé la problématique, ont évité de la sociologiser. C'est un problème social. Comment des gens qui sortent d'ailleurs, qui viennent prendre possession d'un pays et qui prennent possession des gens qu'ils déportent, qu'est-ce qu'ils en font? Ils se servent des femmes, ils séparent les hommes des femmes, et ils transforment les hommes en étalons dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ils les émasculent, parce qu'il n'est pas question qu'ils soient une force opposée à celle du maître, puisque les hommes, dans les sociétés patriarcalistes, c'était ça. Les colons viennent d'une société patriarcaliste, pas forcément les hommes, les esclavisés. Donc, il y a à essayer de comprendre ces process-là qui ont fait que l'homme a perdu la main sur son rôle. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'homme noir est toujours soumis à l'autorité de l'homme blanc, qu'on le veuille ou non. Et donc, de ce côté-là, les questions de parentalité sont très importantes à interroger, parce que
le mythe du nègre semeur d'enfants est une méchanceté de plus qu'on fait aux hommes de notre société, aux hommes noirs en particulier. Et pour moi, je dis une méchanceté de plus parce que il y a véritablement un modèle qui a donné lieu à ce type de comportement, et ce modèle-là est passé sous silence, il n'est jamais interrogé, il n'est jamais, on ne lui demande jamais de compte, mais on continue à dire que oui. Donc c'est ce que les gens vivent dans la quotidienneté. On a 50% aujourd'hui de personnes de familles monoparentales, et l'explication c'est toujours que l'homme fait des enfants et qu'il ne veut pas s'en occuper. Mais il y a quand même une évolution, bon, on va parler d'évolution vers la fin, mais à savoir qu'il y a quand même, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, par rapport à l'image de l'homme, quand vous parlez également de, entre parenthèses, la peur du colon, parce qu'il y a aussi une grande part de l'esclave qui a peur du colon. Donc comment, on parlait tout à l'heure aussi de la confiance. Cette confiance-là, il ne l'a pas. Donc automatiquement, cette peur-là, il va la dégager et il va, comment expliquer ça? Cette peur-là, il va la cultiver. Moi, avant de parler de peur, je dirais qu'il arrive et il est dans une relation, on lui impose une relation qu'il ne comprend pas. Parce que sur son continent, il a un rôle bien précis. Les rôles sont très structurés sur le continent africain. Je ne parle pas des rôles qu'on a pu voir qui se ressemblent un peu du fait de la colonisation, des pays qui sont encore sous domination française et qui ont connu des tribulations comme nous, colonies françaises dans la Caraïbe. Il y a aussi en Afrique les pays qui ont subi la colonisation française et qui continuent de la subir et qui ont, j'allais dire, des dysfonctionnements qui nous rappellent les nôtres. Par exemple, l'école ne forme ce que vous disiez tout à l'heure, à nos ancêtres les Gaulois, ou bien les gens ne connaissent pas leur histoire. Les livres d'école sont fabriqués en France par des Français, sans qu'on demande aux Africains leur avis. Et dans les universités africaines, vous avez une tiolée de professeurs blancs qui viennent avec leur imaginaire, leur savoir, et comme ils ne prennent pas le temps de connaître la civilisation des Noirs, eh bien, ils transmettent la leur, et ils sont payés pour transmettre leur civilisation. Donc ce sont toutes les aberrations auxquelles on assiste. Voyez. Mais il faut vraiment considérer que les modèles qui vont se confronter ou s'affronter dès le départ, c'est le modèle patriarcaliste de la société blanche, française, occidentale, et le modèle matriarcaliste de la société noire africaine. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les mâles femmes, etc., ce sont des femmes qui héritent en fait d'un pouvoir qui était très fort et très centré, auto-centré sur le continent et qui n'était jamais en concurrence avec celui de l'homme. Alors que dans nos sociétés, c'est vraiment frontal. Hommes et femmes, d'ailleurs, on a beaucoup de mal dans le couple à cause de ça. Mais ça, c'est une construction de la société coloniale. Alors justement, faut, comme elle le dit, on va retrouver des choses qui sont assez similaires de l'autre côté de l'Atlantique. Maintenant, plus on va s'éloigner de la ville, des grandes capitales, moins on va les retrouver. Et comme elle l'a dit, les choses sont équilibrées. Les choses sont équilibrées et très structurées. Comme elle le disait, il y a des rites, il y a des moments, et ils sont connus et su de tous. Et les enfants sont heureux quand on les voit dans les campagnes. C'est magnifique. Voilà, c'est une autre façon de... Comme je donnais l'exemple la semaine dernière, c'est-à-dire que j'étais dans une maison et de voir qu'un enfant de 7 ans vient avec un coutelas pour récupérer les noix de palme qu'il y a dans le jardin de celui qui m'hébergeait. Ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas voir. C'est-à-dire, en sortant de l'école, ils font justement des cours où ils vont dans les champs, etc. C'est de voir toute une flopée d'enfants qui rentrent chez eux avec le coutelas à la main, en souriant, etc. Et qui sont attendus par leurs parents dans le foyer et qui ont une vision des choses qui va être très différente de la nôtre. C'est-à-dire que ce moment-là où ils vont pouvoir marcher sur des kilomètres entiers, seuls, c'est... Et sécurisé. Et sécurisé, voilà. Essayons d'analyser que ici, c'est quelque chose qui est inconcevable. Un enfant qui va faire de 7 ans, même depuis 7-8 ans,
ils vont commencer justement à aller à l'école seuls et ils vont se sentir en sécurité. Et vraiment, l'image qu'on retranscrit par c'est l'enfant du village, c'est concrètement ça qu'on retrouve. Où il faut un village pour élever un enfant. Un village, on c'est exactement. C'est-à-dire que l'enfant n'est jamais perdu, il est toujours pris en compte, pris par la communauté, par le village. J'ai vu des enfants justement qui, à un moment donné au marché, parce que les marchés, c'est pas comme ce qu'on trouve ici. C'est vraiment des moments de vie extraordinaires où sur toute la journée. On l'avait, mais on l'a un peu Voilà, perdu. exactement. Mais là, c'est vraiment toute la journée où l'organisation économique se fait là et tout le monde vient et échange, etc. Il y a des enfants en fait qui peuvent effectivement se perdre. Et j'ai pu voir justement des pères ou des mères voir qu'ils ont perdu leur enfant, mais être confiants parce qu'ils savent qu'on va les ramener. On va les ramener, bien sûr. Et effectivement, quelques heures plus tard, l'enfant est revenu. Avec justement une tante qui a dit je l'ai vu à tel endroit. Chacun se sent responsable de l'enfant. Voilà, ce que tu dis, à savoir, avant, même en Martinique, il y avait une proximité, même au niveau des boutiques, dans le quartier, maintenant avec les hypermarchés, tout ça. Mais cette proximité, il y avait toujours. Avec le grand-parent, l'oncle, tout le monde vivait dans la même maison. C'était un petit Parce peu qu'on était encore plus proche de l'Afrique. Voilà. Mais à mesure que l'aliénation nous gagne, eh bien, on nous éloigne de ces modèles en nous disant que ça, c'est bagaille vie nègre. Mais c'était ça qui faisait le bonheur. Et moi, je me rappelle, aller à l'école toute seule, à pied, en sécurité avec plein d'autres enfants, c'était la norme. Aujourd'hui, on est enfermé dans des bus et les gamins sont... Oui, il faut les protéger parce qu'il y a toutes sortes de dérives. De dangers. Oui. C'était aussi pour bien voir aussi que... moi, j'ai vécu avec ce que Mme Smeralda a dit comme des contes ou des histoires que m'ont raconté mes parents. Nous, on vivait comme ci, nous, on vivait comme ça, on faisait telle chose. Comme mais simplement, moi, je l'ai vu. Sur le continent, voilà, tout ce qu'il me racontait là, absolument. je l'ai vu de façon flagrante. Et là, je repensais, ma mère m'avait dit effectivement qu'il faisait de telle façon, de telle façon. Et maintenant, elle est venue. Et quand elle est venue, et souvent, justement, les anciens de la génération de ma mère, qui vont sur le continent, te disent la même chose. Je retrouve la Martinique d'antan. Je retrouve des choses, c'est un bonheur. Voilà. Et c'est ça, c'est le souhait. C'est-à-dire que ma mère, c'est quelqu'un qui, l'Afrique, c'est vraiment, non, je ne suis pas africaine, etc. Par autant, quand elle est arrivée là-bas, elle n'a pas pligné. À la fin de son séjour, elle m'a dit, oui, effectivement, ok, d'accord. Là, tu me parlais, mais là, j'ai vu, ok, d'accord, on vient de là. Parce que j'ai retrouvé vraiment tout ce que je faisais quand j'étais petite, je l'ai retrouvé. Et surtout de me dire que, elle commençait à comprendre que l'impact, tout est venu de l'Occident. Et c'est là qu'elle a commencé à construire un discours où elle me dit justement qu'ils comprennent qu'en fait, ils se sont fait piéger. Mais avant ça, sans le voir, c'était impalpable pour elle. Donc j'avais beau parler, mais toi, tu es un panafricain, tu es ceci, cela. Quand elle l'a vu, c'est différent. Et c'est pour ça qu'on parle souvent justement du fait qu'il faut y aller et qu'on insiste pour qu'il y ait des liens directs, etc. Parce qu'on ne pourra plus le nier. C'est flagrant. Et puis les visages, les postures, les rires, tout ça, c'est tellement nous. Il y a des régions comme la Côte d'Ivoire notamment, on est vraiment comme en Haïti. C'est vraiment des gens de chez nous, quoi. Mais en dehors de... Donc tout ça, c'est intéressant parce que vous avez signalé le fait que votre mère disait... moi, pas africain, en fait. Je ne suis pas concernée par l'Afrique. Et puisque la question de ce soir, c'est ancestralité, c'est, disons, une sorte de leitmotiv que j'entends chez beaucoup des nôtres. Et moi-même, je suis assez blacklistée par les gens de mon pays. Je dirais beaucoup les mulattes pour être un peu vilaine, mais tout le monde. Je suis assez blacklistée parce que je parle d'Afrique et qu'on me l'a beaucoup reproché. Mais j'ai pas besoin d'avoir plus que ça la conviction. Je sais par l'histoire, par mon travail de recherche, que nous sommes plus africains qu'européens. Le problème, c'est que de la même façon que les Occidentaux, la France a fait main basse sur nous, sur nos destinées, qu'elle nous dit ce qu'il faut apprendre, ce qu'il ne faut pas apprendre, et elle permet une université d'exister, mais il faut dire l'histoire qui veut que, par exemple, c'est nègre qui vend nègre. Eh bien, dans la langue qu'on apprend, que nous appelons le martiniquais, le guadeloupéen, etc., il faut dire que c'est une origine anglaise, française, italienne, mais jamais africaine. Alors qu'on a des chercheurs qui nous ont montré. Donc on est dans cet esprit-là de
de violenter l'histoire pour y faire entrer des contenus qui ne sont pas la réalité. Déjà, on va dire aussi qu'on est descendant d'esclaves. On n'est pas descendant d'esclaves. Non, on est descendant d'Africains. On est descendant d'Africains. Mis en esclavage, voilà. Mis en esclavage. Donc, même par rapport à ça, ça va... Les lectures sont parce que ça a du sens, ce que vous dites là. Parce que nos grands théoriciens, comme par exemple Édouard Glissant, il avait bien dit que nous sommes nés de la cale du bateau. Et on dit la cale du bateau, ça fait quoi? Peut-être 300, 400 ans. Mais l'Afrique, c'est ce qu'il y a de plus vieux dans le monde. Des millions d'années avant les autres. Comment se peut-il que... Donc pour moi, l'ignorance, ça fait que nos grands savants, nos grands Grecs, peut-être pas nos grands Africains, nos grands Grecs ont raconté beaucoup de bêtises. Ils ont écrit dans l'éloge de la créolité, pardon si je choque, ni français, ni européen, ni indien, je sais pas quoi. Et jamais un peuple qui comprend ce que c'est que l'humanité, qui comprend que c'est un continuum et qui comprend qu'on vient tous de quelque part, n'aurait pu écrire des choses pareilles. Et de grands universitaires qui sont professeurs honoris causa, professeurs qui ont beaucoup etc., partout dans le monde, qui sont brillants. Et je crois que les autres se fichent de nous énormément en décorant nos soi-disant grands hommes qui racontent beaucoup de bêtises parce que pour eux-mêmes, ils n'auraient pas toléré que des bêtises pareilles soient racontées. Je veux dire, on parle de parentalité, c'est fondamental. Au moins 80% du peuple martiniquais, guadeloupéen et puis dans la Caraïbe, on parle bien d'Afro-Caraïbes, sont d'origine africaine, puisque ce sont des millions, par millions qu'on les a déportés. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, je vais vous parler d'un auteur haïtien qui explique pourquoi beaucoup de gens disent, pour ne pas être africains, disent qu'ils sont d'origine caraïbe. Je crois que tu avais participé à cette thématique quand on avait parlé de la déconstruction. Et tout, à travers ces émissions, à travers également les vôtres et puis tous les combats qui sont menés, mais ça passe par cette déconstruction aussi pour pouvoir reconstruire à nouveau. Et par la connaissance. Et par la connaissance. Ouais. Je me rappelle aussi que on a déjà fait cette thématique-là en radio. On rappelle sur RFA, on avait fait une thématique, on a près de 100 thématiques en radio. On avait fait de la parentalité ancestrale avec monsieur Olivier Bérisson, alias Ndougou Kouakou, ça veut dire le gardien du temple. Il nous avait donné un exemple par rapport au regard, par rapport au manga. Et il disait que quand, après l'esclavage, puisque le capitalisme prend naissance depuis l'esclavage, que l'occidentaux va plus voir, quand il va avoir des mangas, il va plus voir de l'argent, un commerce. Et nous allons voir plus le côté nature. Est-ce que selon vous, ce regard-là persiste toujours encore à l'heure actuelle? Alors, il faut le situer. C'est pour ça que moi, ce qui me gêne un peu, c'est que comme nous manquons de savoir sur nous-mêmes, nous prenons des bribes, vous voyez, dans tous les sens, et nous les accolons pour faire sens. Mais dans ce qu'il évoque là, il faut partir, comme je disais tout à l'heure, il y a une origine patriarcale de la famille blanche et une origine matriarcale. Donc on ne peut pas fusionner ces deux. Il faut savoir ce que ça génère. Chaque branche génère des relations, des liens. Ça fait la femme forte, mais en Afrique, on n'a jamais appelé une femme mâle-femme. C'est bien dans l'espèce de dégradation que nous vivons, dégénérescence, qu'on a inventé le concept de mâle-femme. On ne peut pas être... Bon, sauf si on est androgyne, je crois. Mais non. Donc ça, c'est des concepts qui expliquent pourquoi l'homme est déclassé, pourquoi il est à côté, et pourquoi c'est la femme à qui on a donné toutes les responsabilités. Mais le maître lui a donné toutes ses responsabilités parce que c'est elle qui lui permet d'exister en tant que maître. Et il n'a pas la concurrence de l'homme noir pour lui dire « Attention, ça c'est ma femme ou ça c'est ma famille et je veux pouvoir être celui qui a le plus d'ascendant sur lui. » Or, c'est le blanc qui a le plus d'ascendant sur nos femmes d'une façon qu'il faudra expliquer plus sociologiquement. Maintenant, pour lui... Excusez-moi, vous pouvez répéter, l'homme blanc a plus d'ascendance?
sur la femme noire, Sur la femme noire, d'accord. dans le sens sur nos familles en fait, puisque c'est lui qui décide. Ok. C'est le blanc qui décide pour nous, c'est lui qui vient nous D'accord, commander, ok. nous diriger. Et on a beau essayer de s'en isoler, la réalité sociologique, elle est là. Et c'est pour ça que je dis que je suis étonnée dans ce pays où on parle tout le temps de sociologues, qu'il n'ait pas encore clarifié ces aspects-là. Mais pour revenir à Olivier Bérisseau, en fait, Olivier dit deux choses. Le système occidental, et vous avez parlé du fait que c'est le pré-capitalisme est né dans nos sociétés. L'accumulation du capital est née du travail gratuit pendant 300-400 ans de nos ancêtres. Et en tout cas d'une grande partie de nos ancêtres. Et le système africain, c'est un système qui est basé sur l'entraide, sur les besoins, sur la satisfaction des besoins. Donc c'est ça que j'ai fait dans un livre que j'ai appelé La culture de l'entraide. Si on veut comprendre le fonctionnement de l'occidental, il faut comprendre que son modèle, c'est l'économique. Il est habité par le fait que tout ce qui, on le voit en Afrique en ce moment, tout ce qui rapporte de l'argent, ça leur en fout, ça leur aveugle, et ils capitalisent, au point d'ailleurs que l'argent est en train de prendre le pas sur la nourriture, et on ne sait pas bien demain ce qu'on va manger, donc il faut faire attention. Par contre, dans la culture de l'entraide, on satisfait d'abord des besoins. Le troc est né d'Afrique Oui, aussi. enfin oui, on dit le troc, mais l'Afrique, avec Popo, l'Afrique connaît la monnaie depuis la nuit des temps. Il y a des pièces qui ont été frappées, il y a Claire Popo a écrit un livre sur ça, sur la monnaie. Bon, maintenant, ce que je veux dire, c'est que oui, mais il ne faut pas faire de simplisme ou de l'angélisme. Si nous voyons dans une mangue quelque chose à consommer et en plus qui nous fait plaisir parce que c'est bon, ça sent bon, c'est bon, etc., c'est parce que nous sommes dans un rapport à notre environnement, à la nature et à la satisfaction de nos besoins qui n'est pas préoccupé de rentabiliser. D'ailleurs, quand nous avons beaucoup, parce qu'il se trouve que nous sommes dans une nature qui nous prépare à être généreux. C'est-à-dire, les régime en fait en mi, vous dites, vous attendez une semaine, 2 semaines, il n'y a pas qu'à mi. Mais là, il fait en mi, toute la camie en même temps. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Vous goinfrez? Forcément, vous allez partager avec la famille. Donc, on est dans un... Tandis que chez les Occidentaux, c'est rare que tout mûrisse en même temps. D'ailleurs, ils ont inventé des mûrisseries. Et donc, ils programment, etc. Donc, nous avons à étudier. C'est ce que j'appelle une anthropologie de proximité. Là, éventuellement, une ethnographie de notre façon d'être en rapport avec la nature. Donc, on aime... On a beaucoup de choses qui nous sont données généreusement. Et dans le système que vous appelez le troc, en fait, c'est un système de dons et de contre-dons, en fait. Il n'y a jamais rien de gratuit, comme on le croit chez l'Africain ou chez le Noir, etc. Il y a « j'ai aujourd'hui ». Je te donne, demain tu auras et tu me donneras. Et comme cela, on est dans des sociétés à peu près égalitaires où on a le souci les uns des autres parce qu'il faut partager pour que chacun ait de quoi satisfaire ses besoins. Donc, c'est intéressant d'entendre des choses comme ça, mais il faut théoriser ces choses-là. Le blanc va voir autre chose dans la mangue que nous, c'est vrai, mais parce que lui, il a des préoccupations qui sont liées aussi à l'évolution de sa société et sa mentalité. Nous, on a la nôtre. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on se dépêche de se connaître et qu'on rattache tout ça à des systèmes, à des sciences particulières. Vous parlez de rattraper le retard alors? Comment? C'est rattraper un retard. Quand vous dites faire vite d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire si on était maître de nous, au lieu d'apprendre les affaires des autres, ce qui ne nous empêche pas d'aimer connaître ce que font les autres, puisque nous sommes des êtres humains. Mais le peuple noir est à l'origine de l'humanité. Pourquoi est-ce que cette humanité qui vient d'arriver le réduit en esclavage et lui dit ce qu'il doit apprendre et pas apprendre, lui le prive de tout pour s'enrichir, y compris de son travail et de tout, parce que même les enfants qu'il fait gratuitement là et dont il ne s'occupe pas, il en fait bon usage. Vous savez que pendant toute la période de l'esclavage et aujourd'hui encore, le blanc choisit de favoriser le métis plutôt que le noir. Et ça, c'est une politique qui date de... Bon, j'ai écrit aussi sur ces sujets-là. Ça date de très longtemps. Donc, sur la question de la parentalité, il ne faut pas la placer hors contexte.
économique, civilisationnelle, populationnelle, si on veut, tout ça. Il faut la réintégrer. Et comme ça, on se comprend plus vite, parce qu'on est dans des processus déductifs. Comme disait tout à l'heure Ulrich, ah oui, quand ma mère a vu, etc., sur place, elle a dit, ah oui, c'est vrai. Il y a de déjà vu, mais un sentiment d'appartenance. Non, elle avait vu ce qu'elle a vu plus jeune. Alors, ce qu'elle avait vécu plus jeune, voilà. Il faut faire attention. On ne se rattrape pas d'une civilisation, d'accord? On n'est pas en retard. D'une culture. Alors, okay. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolutionnisme social. D'accord? Ça veut dire que, justement, les sociétés dites occidentales, c'est ce qu'on considère comme le modèle suprême. C'est-à-dire qu'il faut franchir différents paliers. Aller vers le progrès. Voilà, pour arriver vers ce progrès-là. Il faut justement cesser avec cela parce que c'est ce qui nous mène justement à ces catastrophes, notamment écologiques. C'est parce qu'on essaie justement de rattraper ce modèle-là. C'est pas tellement en retard, on essaie de rattraper ce modèle. C'est-à-dire ils nous l'ont présenté comme... Mais avec aussi le G7, le G5, donc avec toutes les normes également, puisque c'est eux qui veulent... C'est pour eux. Voilà. Alors, justement, et justement, souvent, dans... Les travaux qui sont faits sur les différentes normes, toutes ces choses qu'on va voir réapparaître à travers l'écologie, souvent il faut se rappeler que ça vient justement, ou pas que ça vient, mais en tout cas que dans les cultures qui viennent justement de l'autre côté du continent africain, des sociétés qui sont du continent africain, c'est des choses en fait qu'ils avaient déjà, d'accord? C'est des choses qu'on connaît, comme elle l'a dit, depuis justement des temps anciens, parce que on vient, dans ce foyer-là, ne serait-ce que dans l'environnement, on vient d'une nature qui est riche. Donc on a organisé justement le fait de garder cette richesse-là, alors que l'autre, il vient d'une nature qui est pauvre et qu'il fallait qu'il s'organise dans ce contexte-là. Donc forcément, tout ce qui concerne la préservation de la nature et justement le fait de préserver et de reproduire la vie, pas plutôt de la préserver, reproduire la vie indéfiniment, ça vient de chez nous. Donc tous ces systèmes, tout ce qu'on va voir là, en fait, ça vient de nous, mais on n'a pas conscience en fait que ça vient de nous. Mais on nous a détachés de cette conscience. Exactement. Ce qu'on appelle aujourd'hui, on travaille beaucoup la permaculture, l'agroforesterie. Mais quand on va là-bas, on constate qu'ils le font, ou même nous, on le fait naturellement. Mais dans mon livre, La culture de l'entraide, j'ai dit que quand je dis ici que c'est pas un jardin français ou que c'est un jardin africain, tout le monde me tombe dessus à bras raccourcis. Et pourtant, tout ce que j'ai étudié et vu me montre que c'est un jardin africain. Rien n'a été inventé alors ici. Comment dire rien n'a été inventé? C'est-à-dire que ça existait déjà en Afrique. Mais oui, mais écoutez, vous déportez des gens... Vous croyez que tout d'un coup, ils sont revenus à la case départ? Mais c'est des gens qui arrivent avec un savoir, un bagage. Mais on est dans une continuité. C'est la seule chose qui nous permet de dire que l'essentiel de la culture, on va dire domestique, puisque c'est l'administration, c'est le pouvoir, ce sont les Blancs qui l'ont. Mais toute la culture domestique qui régit nos vies est africaine dans la plupart de ses traits. Et je crois que l'un des problèmes qu'on a, qui fait que les gens disent qu'ils ne sont pas africains, c'est le fait justement que les métissages biologiques qui ont changé un peu les cheveux, un peu la couleur, font que les gens croient qu'ils sont advenus. Et j'entends ça dans certains cercles où on parle de oui, au Liron la Caraïbe, etc., etc. Et je vois que on montre beaucoup de faciès. Tout est essentialisé, biologisé. Les gens ne comprennent pas que c'est pas par la biologie qu'on fait un peuple, mais par la culture. Et je suis désolée de leur dire qu'ils pourront continuer comme sur le campus à dire que notre langue, c'est une langue où on va chercher un mot anglais, un mot africain, un mot espagnol pour dire non, ça n'a rien d'Afrique. Toutes les études ont montré que notre langue est une langue africaine à base lexicale française. Et puis avec quelques mots occidentaux, enfin de langues européennes. Il y a un tas de langues qui ont été créées comme ça, et les Africains étant les plus nombreux, ils ont africanisé les Blancs qui étaient ici et qui, pour communiquer avec eux, parlaient la langue que les Africains parlaient. Mais les Africains, quand vous allez dans beaucoup de régions d'Afrique, vous entendez les gens parler, vous avez le sentiment d'avoir entendu ce que nous appelons ici du créole. Et c'est incroyable, les intonations, le rythme, etc. C'est une langue africaine à base lexicale française. Mais le fait que la France finance notre université et notre système scolaire ou notre système éducationnel, elle n'autorise pas que l'Afrique soit invitée à la table
d'honneur. Il ne faut surtout pas. Alors moi, c'était le travail que j'essaye de faire, c'est pourquoi ce refus absolu de reconnaître à l'Afrique sa place, alors que eux-mêmes savants, ils nous montrent que les premiers étaient des Noirs, ils nous montrent, il y a un ami, enfin quelqu'un qui va sortir un livre sur la grande pyramide de Gizeh, et c'est fabuleux. Il détruit tous les mythes de tous les gens qui ont essayé de mentir. C'est un blanc lui-même, mais il montre que tous les blancs ont menti sur l'Afrique, que tout ce qui, à partir de quoi on fonctionne aujourd'hui en mathématiques, en sciences, c'est africain, c'est inventé par les Africains. Et les Africains n'ont jamais dit oui, nous on veut pas partager, ou c'est nous, ne prenez pas, ce sont les blancs qui font ça. Donc c'est la preuve que c'est eux qui sont en manque. Mais il faut que nous ayons ce savoir-là pour pouvoir dire oh fais autres ou bien dis ça autres ni pour dire, mais nous savent et c'est parce que nous pas savent que nous qu'à empêcher nous savent que nous là qu'à traîner et qu'à quoi que c'est les autres qui battent nous alors que c'est nous qui bat les autres. Alors justement par rapport au fait que on pense dans l'imaginaire que on est arrivé et que tout a été effacé. Voilà. Il faut rappeler des simples témoignages en fait qui nous prouvent que non, ils sont venus avec un génie. On va prendre l'exemple de Béhanzin. Quand Béhanzin arrive, il y a des témoignages qui disent que certains des personnes qui étaient sur place en Martinique se saluaient devant lui parce qu'ils avaient reconnu des attributs royaux. Ça veut dire qu'ils ont toujours cette conscience historique. Oui. Et justement, à travers ce qu'on voit, et que en tant qu'Afro-Caribéens, justement, et dans nos arts, dans notre culture, dans nos danses, etc., et qu'on voit qu'ils sont similaires par rapport justement aux régions d'Afrique de l'Ouest, et qu'on voit que même il y a des danses qui se font des deux côtés, en fait, qui se reproduisent. C'est ça, en fait, c'est tout ce génie-là qu'ils ont réussi dans ce contexte justement de lutte à transmettre. Et ça, en fait, la créolité, comme elle le disait, c'est un des pièges qui veut qu'on vient de cale de bateau, tout ce qui vient d'avant, on l'efface. Non, il faut se rappeler qu'il y a eu une transmission qui s'est faite dans un contexte de lutte et qu'aujourd'hui, justement, on hérite de cela. Et qu'il faut comprendre justement tout cela, comme elle disait, ne pas être ignorant, ne pas occulter, parce que c'est vraiment ce qu'on a tendance à faire, occulter ce qui s'est fait avant, ne pas l'occulter et comprendre aujourd'hui que ce génie-là, justement, nous a menés aujourd'hui à être toujours vivants, d'accord, à avoir toujours une culture, et avoir justement. Notre spécificité de voilà, nos spécificités. Maintenant, et c'est le défi, ce qu'on appelle la Renaissance africaine, c'est de retrouver justement cette conscience historique. Parce que là-bas, de l'autre côté, justement, sur le continent, les peuples qui sont le moins, on va prendre par exemple impactés, c'est ceux qui ont le plus de conscience historique. C'est-à-dire que là, justement, dans les évêques, par exemple, ont une conscience historique qui remonte à... ils peuvent remonter dans leur histoire à, qu'on appelle ça, Soundiata Keita. Donc, ils se rattachent par rapport à ce qui s'est passé au Mali. 12e siècle. Ils expliquent justement toute leur migration, toute leur histoire avec les Touaregs, etc. Ils ont cette conscience-là, sans les livres. Et on le trouve dans ce qui se passe actuellement au Mali. Voilà, exactement. Politiquement. Donc, ça veut dire que tous ces peuples-là qui ont cette conscience-là, c'est eux qui vont beaucoup moins être aliénés par, justement, le colon. Et c'est chez eux qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui ce qu'on appelle les rites de passage. C'est-à-dire que, et elle a dit, hein, chez les évêques, c'est de 0 à 7 ans, l'enfant reste avec sa mère. À partir de 7 ans, le père, c'est lui qui va s'occuper de le socialiser. D'accord ? Parce que il vient de l'extérieur, ça vient de la spiritualité. Il a un sexe qui est extérieur, et c'est lui qui va s'occuper de toute la sphère extérieure. D'accord ? Pour socialiser l'enfant. À 15 ans, hommes et femmes, ils vont chacun partir. L'Afrique est large, hein. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, c'est clair. L'Afrique est large, mais là, vous parliez de quel pays ? Là, je parle toujours des évêques, mais c'est des choses qu'on va retrouver. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que ce que il faut savoir, c'est que Cheikh Anta Diop, qui est vraiment un immense savant, il a écrit sur l'unité culturelle de l'Afrique noire, et il montre de manière, parce que ce que les gens disent, c'est si on est vraiment dans des petites variantes. Cheikh Anta Diop nous dit non, mais chez les Occidentaux, il y a énormément de variantes, et pourtant ils conçoivent leur unité culturelle. Et le fait qu'on nous empêche de concevoir cette unité culturelle vient du besoin qu'on a de nous diviser et de nous dire qu'il n'y a pas une Afrique. Non, Cheikh Anta Diop l'explique merveilleusement, il y a une unité culturelle. Maintenant, en fonction des régions, suivant qu'il fait très chaud, très froid, plus humide, plus ci, plus ça, il y a au Cameroun, il y a des régions où il fait très froid, les gens s'habillent avec des vêtements somptueux, très épais, etc. Et puis il y a d'autres régions où les gens sont plutôt nus, etc. Mais ils ont les mêmes règles
on retrouve de manière en substrat une manière de concevoir sa spiritualité, le rapport à l'autre. C'est pour ça que j'ai parlé de la civilisation africaine comme d'une civilisation de l'entraide, qui n'est pas basée sur un capitalisme dévorant et sauvage qui prive certains peuples de... Ça, c'est venu aujourd'hui, on a ça en Afrique, des gens qui meurent de faim à cause de la déstabilisation venue de la colonisation. Mais jamais les gens n'ont manqué de nourriture parce que le système économico-politique, social, tout ce que vous voulez qui existait, faisait que spontanément, c'est comme un enfant que vous voyez perdu, spontanément il est à vous. Vous vous en occupez. Et donc, il faut effectivement qu'on resitue, qu'on comprenne le travail de détachement que les colons ont opéré. Et la France, qui a intérêt, je commence à bien comprendre pourquoi elle a fait ça, donc il faut que j'arrive à l'écrire de manière rationnelle, mais cette volonté absolument de détruire le peuple noir, de dire qu'il n'a rien et que ce sont eux, ben aujourd'hui on sait qu'eux n'ont rien et qu'ils ont tout pris au noir. Donc il n'y a pas à avoir honte. Mais pour revenir à votre questionnement sur le fait qu'on n'a pas confiance en soi, non. Je viens de publier un livre qui s'appelle « L'impact du racisme sur l'estime de soi » et je demande aux gens, comment pouvez-vous me dire que vous n'avez pas d'estime de soi quand vous ne vous connaissez pas ? Dites-moi comment vous avez fait ce saut de cabri là, de sauterelle qui fait de... Oui, j'ai pas confiance en moi, mais ou pas connaître quoi, qui m'en est, on peut dire moi, ou pas ni confiance en vous. C'est donc des constructions qu'on vous fait ingurgiter, intégrer et que vous répétez, parce qu'on a intérêt que vous soyez quelqu'un d'instable et surtout, n'oubliez pas, dans le modèle capitaliste, ce qui est au niveau comportemental, qui est construit et qui donne, on va dire, le rythme ou la structure des relations, c'est la compétition et la concurrence. Dès le départ, l'homme blanc a empêché l'homme noir de lui faire concurrence. Il lui prend sa femme, il lui prend sa famille, il lui prend ses représentations et son rôle. Et comme l'homme noir est dans un environnement où il est complètement éjecté de tout ce qui faisait sa force, sa puissance et sa nécessité, parce qu'il était nécessaire à sa famille, à ses enfants. Et bien tout cela fait de lui quelqu'un qui reste, on va dire, qui a peine, comme disait Godopéen, peine nuage, parce qu'il n'y a pas rien pour faire. On lui a pris tous ses rôles. Un homme perdu. Oui, mais regardez nos enfants, nos garçons. Nos garçons sont les plus perdus dans la société. Les filles, elles arrivent encore à s'accrocher, mais nos garçons, échecs scolaires, criminalité, tout ce qu'on leur met sur le dos, eh bien parce que on les a déstructurés, on les a enlevés des rôles qu'ils jouaient. Et dans la société, quand nos aînés étaient encore plus proches de l'Afrique, comme nous ne sommes pas institués, c'est-à-dire nous n'avons aucune institution, aucune école qui soit à nous, c'est de manière implicite que nos parents transmettaient à leurs enfants ces savoirs-là. Et c'est pour cela que nous les possédons encore dans nos manières de faire. Mais explicitement, c'est-à-dire à l'école, au tableau, on écrirait qui on est, d'où on vient, etc. On n'aurait pas été dominé comme on l'est aujourd'hui. Est-ce qu'une école panafricanisme est importante et intéressante par rapport à notre contexte actuel? Ah oui, moi je pense que Ulrich peut bien le dire, c'est capital, parce que on ne peut pas avoir été comme ça détaché de son tronc. Bon, moi j'ai un peu deux troncs, mais pour moi ils ont fusionné depuis l'Égypte antique. Les Tamouls, etc. Quand l'Égypte antique est tombée, c'est en Inde, dans l'Inde du Sud, que tout ça a été récupéré. Et quand vous regardez les civilisations du Mali, du Sénégal et de l'Inde du Sud, vous êtes vraiment, au niveau des chansons, des manières de parler, de faire, vous voyez vraiment que l'Inde a ramassé, a récupéré la culture de l'Inde, du Sud surtout, puisque les Blancs se sont installés plutôt dans le Nord. Mais donc moi je dis, voilà, il faut qu'on connaisse, qu'on sache d'où on vient. Et moi j'ai fait le travail aussi de comprendre en quoi l'Inde fusionne dans l'Afrique.
Et en quoi les Indiens qui sont en Martinique, même si on s'invente un peu une culture indo-indienne, ce que nos ancêtres indiens ont amené, voilà, ceux qui étaient là ont fait avec. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on réintroduit des traits de civilisation indienne et on parle de communauté indienne à la Martinique. Ça, ce sont des constructions et il faut qu'on ait le bagage sociologique qui nous permette de faire attention à ces constructions. Si nous voulons faire un peuple à partir des apports de nos ancêtres, il nous faut garder ce qu'ils ont amené et qui sont les éléments qui ont façonné notre manière d'être au monde. Et donc les Indiens et les Noirs étaient très proches au départ parce que ce sont deux peuples noirs qui avaient beaucoup de similitudes. Mais en même ça n'arrangeait pas les colons ni les Blancs. Donc on a commencé à dire oui, les Indiens ont 5000 ans et les Indiens ont répété qu'ils sont blancs à peau noire. Ils ont répété parce qu'eux aussi ont été travaillés pour être aliénés. Mais moi je leur dis 5000 ans. Même si ça fait un peu partie de moi, mais c'est rien du tout. Les Africains, c'est des millions d'années. Alors, c'est quoi le problème? Il est où? Parce que c'est dire, oui, on a 5000 ans de civilisation. Rentrer dans l'opposition, dans la confrontation. Oui, mais c'est ce que je vous dis. On met les peuples en concurrence, en compétition. Et c'est comme ça que aussi les Blancs gagnent leur suprématie. C'est-à-dire qu'ils empêchent surtout les éléments qui peuvent être... divisés pour mieux régner. Oui, mais des éléments qui peuvent avoir du pouvoir très vite, eh bien, ils les émasculent, ils font ce que... Même sur le plan économique, vous avez toute cette ville aux États-Unis que les Noirs, qui venaient de sortir de l'esclavage, ont monté et que les Blancs ont brûlé. Parce que sur le plan économique et de la jalousie aussi, elle est féroce, eh bien, ils ne supportaient pas l'idée que des gens qu'ils tenaient pour inférieurs avaient réussi si tôt, si vite, cet extraordinaire exploit. Je voudrais avoir ton avis par rapport à l'école panafricaine. Bon, là, tu prêches un convaincu. Non, c'est important justement pour pouvoir équilibrer la construction qui est faite. Parce que, comme je le disais, il ne faut pas occulter justement ces différents savoirs. Il faut réussir justement à les transmettre pour que les personnes aient une façon en fait de se construire équilibrée. Pas seulement sur un seul modèle, mais que vraiment on arrive à comprendre en fait les mécanismes qui font qu'on a certaines choses justement qu'on a toujours, pourquoi ils existent et quelles sont leurs utilités. On va prendre un qui est très simple, c'est l'autorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait en sorte, en tout cas dans le cadre professionnel, on fait en sorte de détruire l'autorité, et notamment l'autorité de celle qu'on a héritée justement des peuples d'Afrique. Parce que quand on va là-bas justement, il y a des classes de 100 enfants, il n'y en a pas un qui moufte, il n'y a pas un bruit. C'est-à-dire que le maître... Il y a une discipline. Voilà, incroyable. il rentre, personne ne parle. Bien sûr. Silence. Ce respect-là, ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle justement l'autorité. C'est ça en fait qui nous anime. Et qu'avec nos différents traumas, justement, c'est transformé dans certaines situations en violence. D'accord ? Maintenant, si on comprend, si on arrive justement à reprendre cette autorité-là, justement, qu'on a toujours ces traits-là, justement, et à en faire quelque chose de bienveillant, parce que l'autorité, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement malveillant, c'est pas malveillant, c'est un cadre qu'on nous pose. Non, autorité ou autoritarisme, voilà, c'est exactement, c'est pas la même chose. Voilà. On tend vers l'autoritarisme parce que justement, on apprend que notre façon de faire, notre façon de poser notre autorité, justement, c'est une mauvaise chose. Il faut arrêter et il faut être seulement dans la bienveillance, dans la communication non violente, etc., etc. Alors que on voit bien justement que notre façon de se poser, ce respect-là, pendant longtemps, il a été jalousé justement par les peuples occidentaux qui venaient, parce qu'ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas du tout justement à avoir cette autorité. Quand j'ai enseigné en région parisienne, ils le traduisaient par le fait que j'étais un homme. C'est pas seulement parce que je suis un homme, c'est aussi parce que je viens et que ma mère, par exemple, d'un milieu discipliné. Voilà, ce cadre justement qui faisait que le cadre est posé.
tu arrives, tu as une prestance, tu as quelque chose, Mais tu as une on façon l'aurait de pas eu. t'exprimer qui est différente. Mais on l'aurait pas eu avec les brutalités que notre peuple a subies. Jamais on n'aurait été là en train de papoter, de parler, de discuter tranquillement. On aurait été. Les Occidentaux ont détruit beaucoup d'autres peuples par leur violence. Et c'est parce que le peuple noir est premier, qu'il est très structuré et qu'il a développé ces formes de résistance qui viennent d'une socialisation multimillénaire. Et j'ai déjà cité le livre de Fodé Diawawa, Manifeste de l'homme primitif. C'est absolument impressionnant comment l'Afrique a mis l'accent, et toute l'Afrique a mis l'accent sur la socialisation vers le collectif plutôt que vers l'individu. Or, c'est ce que font les Occidentaux aujourd'hui. Oui. Mais le concept de déconstruction de l'autorité parentale, puisqu'on va dans la déparentalisation, c'est important de travailler dessus. Et puis, surtout l'alloparentalisé, ça j'en parle souvent, le fait d'arrêter de nucléariser les familles et qu'on revienne justement à ces modèles alloparentales qui vont centrales et qui nous sauvent en fait, qui peut nous sauver justement aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit concernant la parentalité. C'est-à-dire que souvent les solutions qui sont amenées sont toujours amenées dans un contexte nucléaire. Les solutions qui sont aujourd'hui prodiguées par les professionnels, c'est dans un contexte nucléaire et dans un contexte de production qui fait que l'enfant va être élevé par plein d'autres personnes sauf le père et la mère. Maintenant, pour comme je l'ai dit, éclater le collectif. Voilà, exactement. Ce que je dis, les choses que je préconise notamment, c'est aussi de retrouver cette alloparentalité. Une éducation ne se fait pas que par un père et une mère. Il se fait par les tantes, les oncles, et ils peuvent tous participer à justement cette éducation-là. Maintenant, ça, c'est très peu développé. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on prend des concepts qui ne viennent pas de notre culture, qu'on colle à chez nous pour répondre à ce souci de productivité, mais pas pour répondre à nos problèmes de parentalité. Et puis la France a une armée de spécialistes pour faire ça, des milliers d'enseignants, des milliers de personnels dans les centres de loisirs, tout ça pour canaliser l'enfant. Aujourd'hui, nos enfants ne parlent pas comme nous, ils parlent comme des petits Français. Ils ont des réactions, sont des enfants d'appartement, des enfants. Moi, quand j'ai vu qu'on emmenait les enfants pour toucher les animaux comme on le fait en France, franchement, je vous dis, j'étais horrifiée. Mais ça passe par l'assimilation. Non, mais oui, mais l'assimilation est encore plus présente actuellement alors. Non, ça montre cette génération-là. Ça montre que les gens deviennent ce qu'on fait d'eux. Parce que nous sommes dans une petite Martinique, il y a de la campagne partout. Comment les parents ont oublié d'envoyer leurs enfants dans les bois, dans les champs, dans la rivière, dans tout ça. Comment est-ce qu'ils ont oublié ça? Comment des enfants de chez nous, qui sont entourés d'eau, de rivières, de tout ça, vont découvrir comment moi, j'ai vu ça pour les petits Français qui vont dans des fermes, qui habitent des grandes agglomérations et qui n'ont pas de contact avec la nature. Mais quand j'ai vu ça chez nous, sincèrement, j'ai été horrifiée. Parce que je veux dire que quand on dit aux gens que la socialisation et le détachement de son tronc culturel, c'est faisable par des règles, des lois et un mode d'habiter, les gens ne le voient pas, mais là, le résultat est là. Et puis en plus, les médias, la télé, nos enfants parlent comme des petits blancs. Vous ne les reconnaissez plus, ils ont des manières aussi de consommer. Quand vous les regardez dans les supermarchés, vous voyez bien. Donc la question de la parentalité, c'est déjà que les parents sont eux-mêmes à un stade d'aliénation, entre guillemets. C'est pas un défaut, c'est qu'on n'est plus dans sa culture, on est dans celle de l'autre, puisque le modèle consommatoire qu'on nous donne, et ce sont ceux qui font de l'import-export qui l'imposent, il y a un tas de choses qu'on n'aurait jamais eues, auxquelles on n'aurait jamais eu accès si nos descendants de colons ne les mettaient pas dans les supermarchés. Et une fois que c'est là, aujourd'hui dans l'assiette des nôtres, surtout quand vous fêtez les grandes fêtes religieuses que nous avons, eh bien dans l'assiette où nous avions des choses très équilibrées, eh bien il faut ajouter le foie gras, il faut ajouter la bûche, il faut ajouter la dinde à côté du cochon, de l'igname et de tout ça. Donc vous voyez, nos gens ont explosé aussi. Mais est-ce que c'est pas la mondialisation qui veut ça? Est-ce que, par exemple, on parlait de l'Afrique, est-ce qu'on a, je ne sais pas pour l'Afrique, mais est-ce que la mondialisation n'est pas en train de tout manger, je dirais? Le principe de la mondialisation tel qu'elle est pensée par les Occidentaux, c'est d'imposer un modèle. C'est pas qu'il y ait une connexion
de peuples Entre les qui peuples. voilà, c'est d'imposer un modèle. Ce qui fait que, comme elle le dit, c'est un modèle qui s'impose. Et en fait, c'est absolument incohérent d'avoir des populations comme la nôtre dans une nature qui est reconnue pour être riche de par le monde entier. On le sait, qu'en Martinique, justement, dans la Caraïbe, nous avons un contexte environnemental qui est hors norme. C'est assez hallucinant de voir que nos enfants sont élevés, comme il a dit, comme des enfants d'appartement. C'est-à-dire que même, j'ai encore eu cet apport-là, justement, d'une ostéopathe qui travaille sur les réflexes archaïques et qui montre, et on est arrivé justement à cette conclusion-là, et cette analyse-là, il y a plusieurs personnes en fait, qui le répercutent, qui fait que aujourd'hui les mots qu'on met sur le comportement de nos enfants, ils sont hyperactifs, ils sont ceci, cela, c'est parce que aussi, ils ne sont plus dans la nature. Ce qui fait qu'il y a certains réflexes qu'ils auraient pu avoir et des dépenses aussi physiologiques. Exactement, physiologiques, psychomotrices, etc. Absolument. Qu'ils auraient pu s'ils étaient justement dans ce contexte environnemental. Même à nager dans une rivière. Il faut bien se rappeler qu'il faut bien voir que, regardez bien, quand on va à la plage, à la rivière, etc., regardez bien comment les parents sont avec leurs enfants. Ils leur interdisent le plus souvent de faire des choses que nous-mêmes on a fait. Je suis monté à des arbres, peut-être mes parents voyaient ça d'un mauvais œil, mais... Ils te laissaient faire. Ou ils n'avaient pas forcément le regard à un moment donné parce qu'on était entre cousins, cousines, chez la mamie, etc. Et on y allait, on montait et tu acquiers justement certains réflexes que tu ne vas pas acquérir. Mais est-ce que c'est pas de mal en pire alors? Parce qu'en écoutant tout ça, est-ce que le tableau qui est dressé, est-ce que c'est pas de mal en pire au niveau de la génération au fil du temps qu'on s'éloigne de cette ancestralité? Mais il y a des parents qui ont compris ça et qui réinvestissent la campagne, qui veulent une vie à nouveau à la campagne. Et par exemple, grimper un arbre pour un enfant, c'est lui apprendre un tas de choses au niveau psychomoteur d'un seul coup. L'enfant non seulement se fortifie les bras, mais il prend des risques, alors que nos enfants ne savent plus de... Ce sont des petits enfants, des petits poupons de salon. Hein. Et nos garçons qui sont déjà très défavorisés par la société coloniale, eh bien nos garçons, ils sont mêlés. D'ailleurs, souvent, ils ont l'air de fillettes parce que on sent... Mais la prise de risque pour un enfant qui grimpe à un arbre, c'est dire je peux tomber, mais je vais m'arranger pour ne pas tomber. Donc je vais m'arranger pour bien tenir les branches, bien poser mon pied. C'est ultra intelligent, mais ça développe. On le voit moins aussi, c'est vrai. Mais ça développe moins les potentiels aussi. Donc il faut qu'on sache. Mais c'est ça, c'est une question de connaissance, que le rapport qu'on a avec la nature, qu'on comprenne que c'est pas ce qu'on tirer comme mépris à nos vieux, mais on a disait ouais, ou c'est en la campagne Oni ou c'est je sais plus comment il s'appelle Oni la bout des talons. Il y a un tas de chansons chez nous comme ça qui dénigrent les gens de la campagne, alors que quand vous les regardez, ils sont les moins gros, ils sont fins. Ils mangent correctement, ils ont une hygiène de vie qui montre qu'ils sont en harmonie avec leur environnement. Tous ceux qui sont urbanisés et qui bouffent de la nourriture industrielle, etc., ils pètent toutes les normes et ils sont pas heureux, à mon avis. Donc, on a méprisé beaucoup nos gens de la campagne et on a méprisé aussi l'éducation qui valorisait. Mais il y a aussi Internet également. Il y a un retour. Mais il y a Internet également qui n'arrange pas les choses. Il y a comme tous les traits de la modernité. Tous les traits de la modernité, comme je le disais, la mondialisation avec Internet, les influenceurs. Mais encore une fois, il faut répéter que c'est une volonté d'avoir justement un ensemble de petits soldats sédentaires qui vont répondre aux normes qui viendront d'en haut. C'est une volonté. Maintenant, c'est à nous de le comprendre et de se dire que sur une île comme la nôtre, donc le côté insulaire, sur un creuset civilisationnel que l'on a et des choses que l'on a encore, qu'on peut encore se reconnecter avec, on a cette chance-là. Il faut la saisir. Tu parlais du fait que ça peut aller de mal en pis, mais en fait, toutes les solutions sont même des fois sur place. Justement, dans le livre qu'elle a fait sur la culture de l'entraide, elle parle de la culture des morts. Et on voit justement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui viennent justement... Qui reviennent aussi. Pour ceux qui ont compris. La sautée, par exemple. Exactement. Mais le jardin partagé que nos jeunes pratiquent aujourd'hui, c'est formidable. Et par rapport également, depuis aussi le confinement, il y a aussi... il y a ce petit retour-là qui est en train de se faire également. Depuis 2009. Nos bourgeois sont retournés à la terre. Il y a beaucoup de personnes qui ont quitté la ville également pour aller en campagne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un retour, une sorte de retour aux sources qui opère. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre l'avantage de... Mais en ce moment, moi, je vis... Alors, ça, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de personnes
qui viennent, enfin des nôtres, hein, qui ont vécu, qui ont grandi en France ou ailleurs, et qui rentrent au pays et qui vivent. Je viens de passer le week-end avec un couple comme ça, ils n'ont rien. Ils plantent par-ci par-là leurs petites affaires. Ils ne sont pas pressés de retourner à la ville et ils pensent que, voilà, au contact de la nature comme ils le sont, ils se refont une sorte de santé mentale et ils apprennent à produire ce dont ils ont besoin de la manière la plus saine possible. Et c'est magnifique. Après, la mer n'est pas très loin. On va faire des petites balades, on fait des choses comme ça, mais il y a une espèce d'hygiène de vie que les gens recherchent et les nôtres ont compris ça. Et d'ailleurs, il y a aussi, pareil en Afrique, énormément d'Africains qui reviennent au pays, sur le continent. Et ça, avec toutes les compétences qu'ils ont, normalement, nos pays devraient, chez nous aussi, devraient se porter mieux parce qu'on a tout laissé aux colons, disons notre colon, d'ailleurs qui ont tout verrouillé. Mais il y a des manières maintenant de chercher aussi à prendre sa place. Mais il y avait ce regard-là aussi, même par rapport à nos compatriotes qui venaient en métropole, qui sont de métropole, qui venaient en Martinique, qui disaient « Ah, vous n'avez pas la 5G, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. » Voilà. Donc, toutes ces idées-là à déconstruire, parce qu'on ne va pas concurrencer une ville qui a le train, il y a le métro, il y a les gratte-ciels et tout. Faisons avec nos moyens, faisons avec nos possibilités. Oui, mais c'est une modernité qu'on veut. Pourquoi faire? C'est comme je dis aux gens, vous me dites que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez un problème d'estime de soi. Mais l'estime de soi, pourquoi faire? Vous n'avez pas changé le cadre, vous êtes dans un cadre plutôt colonial, vous n'avez toujours pas accès à votre histoire, vous n'avez pas la liberté d'élever vos enfants comme vous voulez. Parce que tout à l'heure, Ulrich parlait de ce qu'on appelle en sociologie les agents de socialisation. C'est pas seulement que dans l'éducation africaine, il y avait plein d'autres agents, enfin entre guillemets, il y avait d'autres familles, mais dans la société occidentalisée, il y a les médias, il y a l'école, il y a l'église, il y a tout ça. Et puis on dit que la famille serait responsable de tout. Non, nos enfants, en termes de parentalité, demandez-moi qui sont les vrais parents de nos enfants. Ils passent 8 heures. Qui sont les vrais parents de nos enfants? Ils passent 8 heures dans les trucs de l'État, dans les structures d'État, et peut-être 2 heures avec les parents. Et quand les parents sont consciencieux, ils vont se dire, mon Dieu Seigneur, moi, des heures pour passer pige moyen. On nous regarde, ça nous peut faire. Est-ce que nous qu'à manger ensemble? Est-ce qu'il a raconté moi ça il fait? Est-ce qu'il a parlé moi de ça? Ça me rappelle un exemple que j'ai. Et combien d'entre nous font ça? Donc l'enfant appartient à l'État. Ça me rappelle un exemple que j'avais eu, je l'ai déjà dit, je crois, en télé. Ma mère, on lui a dit, on me l'a dit, moi, quand j'étais à l'école, et on a répété la même chose à mon fils de 14 ans. Si vous devenez pauvre, vous êtes très pauvre qu'en Haïti. Ça a été dit par ma mère et ça a été des enseignants qui le répétaient. Oui. Et mon fils de 14 ans, on lui a dit la même chose également à l'école. On transmet les choses comme ça. La crainte, la peur. Oui, puis c'est ignoble, parce qu'entre frères, entre personnes de même origine, Haïti qui nous a donné le plus beau cadeau qu'on puisse donner. Regardez dans quoi... La richesse, quelle richesse? On va parler de quelle richesse? On va parler de la richesse... Oui, mais vous parlez de richesse matérielle, moi je parle de la dignité humaine. C'est ça, ils vont parler de la richesse matérielle, savoir... Oui, mais la dignité humaine qu'on nous a enlevée, le sens de notre valeur, on nous l'a enlevé. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent comme des fous pour accumuler du capital, mais quand vous les regardez, ils sont gris, leurs yeux sont morts, ils sont éteints. Et moi, je reviens de gens qui n'ont rien, mais ils sont il y a de heureux, la lumière. Il y a de la lumière. C'est ça. Il nous faut faire des choix. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on court après le matériel? Parce que c'est cela que les Blancs nous ont donné comme signe de progrès. Le compte en banque. Oui, et puis le compte en banque. Et quand on n'en a pas, on n'est rien. On est regardé comme une crotte. Mais je veux dire, avoir cette connaissance de proximité de soi, faire que nous savons notre système de valeurs, nous savons qu'il est beau, et qui nous apaise et qui nous rend beau. Parce que quand j'ai travaillé sur l'esthétique, j'ai demandé aux gens, comment pouvez-vous me dire que le beau, l'esthétique de l'autre, c'est celle-là qui vous va? Alors que votre continent, même quand on regarde le film
A Woman King. Eh ben, regardez, c'est extraordinaire. Les coiffures, elles ont gardé les coiffures, les corées, les bijoux, avec peu de choses, c'est extraordinaire. Alors moi, je ne dis pas aux gens d'aller voir des Amazones, parce que ça, c'est un peu une légende, hein, mais allez voir la force des femmes. Là, on comprend pourquoi, comment elles étaient autonomes, même si c'était pour... mais on voit la beauté des traits, de ce qu'elles portent. Donc, je demande aux gens, pourquoi avez-vous besoin de la beauté des autres pour évaluer la vôtre et considérer que vos cheveux sont pas bien, etc. C'est tout le travail que j'ai fait dans 5 livres pour dire aux femmes, reprenez-vous, revalorisez-vous. Il y a une société là qui leur dit, voilà le code de l'étiquette, cheveux lisses, tailleur, machin. J'ai vu aujourd'hui, on parlait du défrisage avec le cancer. Oui, moi j'ai dit ça il y a 20 ans. Voilà. Mais en fait, c'est toutes ces choses-là en fait, qu'on alerte. Et en fait, comme elle l'a dit, ce qui est très important, on parle par exemple du développement personnel. Et souvent, je dis justement que le développement personnel, justement, son terme est assez intéressant parce que ça parle d'une personne. C'est l'individu qu'on essaie de développer sans changer la superstructure qu'il y a autour. Sans changer la structure. Si on ne change pas la structure, on ne va pas réussir à en faire quelqu'un justement de développer, puisqu'en fait, il est toujours dans une structure qui va l'étouffer. Le même système qui l'écrase. Qui l'écrase. Et qui fait enrichir, qui enrichit les autres. Voilà, exactement. Donc, Madame Esmeralda, c'est fini. On a beaucoup parlé. Je vais juste faire un petit moment pub. Demain, si vous regardez l'émission mercredi, c'est rediffusé vendredi. Demain, au Pit de Dinon, nous allons parler avec l'association Dorothy. On invite également M. Jocelyn Regina. Vendredi, nous allons parler des 4 temps de la parentalité à Saint-Joseph. Restez connectés via nos pages, Papa Pagénité. Je vous remercie, Madame Esmeralda. Merci. Je te remercie, Ulrich Oujassav. Un petit mot de fin? Oui, non, on parlait de parentalité. Il faut voir que c'est pas un mot suspendu dans les airs, qui a à savoir que c'est en fait une vision globale qu'il nous faut avoir pour vraiment améliorer nos compétences dans ce domaine-là. D'accord. Je vous remercie encore. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine. Papa Pagénité, Josiah Sav. Il joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typo l'on tête tout toujours pas répéter tout n'est station pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion.